Écrivain, journaliste, penseur de notre époque sur laquelle il jette un regard cru, Rémy Tel a notamment écrit À l'encre du néant, mais aussi retraduit Théodore Kaczynski, La société industrielle et son avenir. Mais nous le rencontrons aujourd'hui pour son dernier ouvrage, La chute de Prométhée. Si ce dernier ouvrage résonne particulièrement avec le présent, c'est qu'il s'origine d'une rupture amicale sous forme d'une lettre écrite à celui qui représente en fin de compte toute l'idéologie du progrès, toute l'idéologie d'une époque dont les marques transparaissent particulièrement aujourd'hui dans le wokisme et le covidisme. Ce professeur d'université américain, Rémy Tel l'avait rencontré lors d'un voyage d'études aux États-Unis. Le contact avait de suite été chaleureux, mais, il s'est rendu compte que petit à petit, il y avait des points essentiels sur lesquels ils étaient en désaccord. Et c'est de ça aussi qu'on va parler, parce que la chute de Prométhée, c'est aussi cette lettre à cet enseignant qui en dit long sur notre époque. On accueille Rémy Tel, j'ai le plaisir d'accueillir Rémy Tel. Bonjour Rémy. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci Rémy d'accepter cette invitation. Tu débutes ton ouvrage sur l'ouverture des Jeux Olympiques en disant « Contentons-nous de nous féliciter d'une démarche si choquante qu'elle dévoila enfin la véritable nature de l'idéologie du progrès, une célébration nihiliste ». On a beaucoup entendu parler, beaucoup ont discouru, ont fait des articles, des débats sur l'ouverture des Jeux Olympiques. Et en fin de compte, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que ça ne sert même plus à rien d'en débattre, mais c'est un peu le roi est nu. Il montre vraiment actuellement où on en est, et comme tu le dis, c'est vraiment une célébration nihiliste. Il n'y a presque plus rien à en dire, juste dire que c'est ça en fin de compte. C'est le néant, c'est le vide, c'est le point ultime de la décadence occidentale, en fin de compte. Oui, complètement. Et il y a quelques jours, on célébrait la réouverture de Notre-Dame de Paris. Oui. Était prévu au programme, je ne sais pas puisque j'ai boycotté cette cérémonie en Mondiovision, mais était prévu au programme en tout cas la chanson Imagine de John Lennon, qui est quand même le titre iconique du XXe siècle. Et il faut s'intéresser aux paroles de cette chanson qui est qui récapitule d'une certaine façon l'esprit nihiliste de ce grand siècle industriel. Imagine qu'il n'y ait plus de religion, imagine qu'il n'y ait plus de cause pour lequel se battre, imagine qu'il n'y ait plus de différence entre les uns, entre les autres. C'était le grand rêve du siècle dernier, ce rêve nihiliste de nivellement, d'effacement, de destruction des liens, de destruction des cultures, de destruction des singularités individuelles, mais aussi des singularités nationales. Et tout ça s'est précipité, d'une certaine façon, dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Et à la fois, ça a suscité notre effroi, c'est bien normal. En même temps, c'est peut-être une chance parce que cette logique qui était agissante, mais de façon un peu sous-jacente, derrière, dans la coulisse, là est apparue clairement, de façon manifeste, et donc oblige chacun un peu à se positionner et à voir. Peggy disait qu'il était important de dire ce que l'on voit, mais surtout de voir ce que l'on voit. Et bien là, on n'avait plus vraiment d'autre choix que de voir ce que l'on voyait. Oui, et pour tu fais bien de parler de Notre-Dame, justement, et cette cérémonie, de nouveau, hein, qui ressemble aussi, d'une certaine manière, avec ce jeu d'orgue qui est complètement délirant. Ça, j'ai vu quelques extraits, mais tu vois aussi Trump, Zelensky, Elon Musk. On dirait vraiment qu'ils sont tous là sans y croire, en fait. Ils participent vraiment à un spectacle qui est assez désolant aussi, parce qu'on dit qu'ils sont tous dedans. Parce qu'on se demande pourquoi, alors que beaucoup de gens attendent énormément de Trump. Qu'est-ce qu'il va faire là à côté de Zelensky, de Macron? Est-ce qu'ils savent le jeu qu'ils jouent, ou est-ce qu'ils jouent tous au même jeu? Parfois, on se pose la question, est-ce qu'ils sont pas tous dans un même jeu, en fin de compte, et qu'on est tous les dindons de la farce, enfin. C'est possible. Je crois que concernant Trump, il analyse les résultats de sa réélection comme étant aussi le produit de la montée en puissance du catholicisme américain,
avec des penseurs, hein, notamment Sohrab Ahmari, qui est américano-iranien, il y en a d'autres. Le catholicisme monte en puissance aux États-Unis. Donc sa visite à Notre-Dame est aussi, je crois, le fruit de cette dynamique, autant que des 57 millions de dollars qui ont été donnés par des citoyens américains pour la reconstruction de la cathédrale. Mais on sentait chez Trump une forme de malaise et même un peu d'ennui d'ailleurs, hein, les images l'ont montré. Il avait l'air de ne pas participer à l'engouement général. Aussi parce qu'il se doute que cet engouement est un peu factice. Enfin, quand on réunit dans cette cathédrale des gens qui ont passé toute leur vie finalement à combattre la force de l'âme, à combattre la beauté, à combattre ce qui réunit les hommes pour plutôt les délier, pour détruire ce qui les enracine. Oui, il y a une forme de grande dissonance. Et cette dissonance, d'ailleurs, cognitive, elle s'est entendue dans l'orgue, avec ce concert absolument très étonnant. C'était cacophonie. Une cacophonie, voilà. Je crois que et parfois, pour ceux qui croient, ce qui est mon cas, Dieu parle aux hommes, y compris par des truchements très, très concrets et très matériels. Et peut-être que dans la cacophonie de l'orgue, c'est ce qui était exprimé d'une certaine façon. Cette cérémonie avec des gens qui n'étaient pas à leur place. On parlera évidemment de Trump parce que c'est un des points d'achoppement, même un des points de rupture entre ce professeur américain que tu avais rencontré, et on va y revenir, et toi, évidemment. C'est le tabou ultime de cette gauche, celle qui se dit gauche de Washington, où 90% des gens votent démocrate. Mais tu dis aussi que si les gens ne perçoivent pas que quelque chose ne va pas aujourd'hui, avec cette obscénité ambiante, ils ne le percevront plus. Je veux dire, je sais plus si c'est toi qui dis ça ou si c'est même une question que moi je veux te poser. On est tellement loin que ceux qui ne le voient pas aujourd'hui, on a aussi un point de bascule, je pense, historique. Vont-ils encore un jour le percevoir C'est compliqué. Moi, j'ai tendance à me dire que les yeux finiront par être décilés. Tu sais que le mot d'apocalypse vient du grec apocalyptein, c'est-à-dire le dévoilement, finalement. Et en même temps, j'aime infiniment mon père, j'ai une tendresse infinie pour lui, mais je ne peux pas m'empêcher de te partager et de vous partager cette anecdote. J'ai regardé la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture aux côtés de mes parents, notamment de mon père qui est artiste peintre et qui a commencé sa carrière dans des peintures très académiques avec un vrai sens du symbole et de la symbolique d'ailleurs religieuse. Et lors de la cérémonie de clôture, on a eu ce Golden Voyager, qui était en fait une forme de Lucifer, ne disant pas son nom, descendant sur Terre. J'ai interrogé mon père, qui lui partage pas du tout mes options politiques, en lui disant, mais là, tu vois bien quand même ce qui est représenté, tu vois bien quel est le sens de ce qu'on te présente. Et j'ai perçu que, en sincérité, il ne le comprenait pas, lui, qui avait été baigné dans cette culture symbolique, et d'ailleurs dans ce symbolique chrétien. Et là, parfois, effectivement, au milieu de telles expériences, je désespère que certains comprennent et voient ce qu'ils devraient voir. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on disait, on disait souvent avant, je crois ce que je vois. Et en psychologie sociale, j'avais appris que c'était plutôt le contraire, je vois ce que je crois. Et c'est un retournement qui paraît un peu délirant, mais c'est tout à fait ça. Il y a beaucoup de gens qui... Et d'ailleurs, sous certains psychédéliques, c'est ça qui se passe. Notre cerveau invente quelque chose et on le voit dans le réel. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Et donc, cette expérience avec ton père, c'est un peu ça. Il y a un fonctionnement, tout un historique, une histoire avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on n'a pas appris, qui fait qu'on va voir le réel d'une certaine manière et qu'on va avoir difficile, c'est aussi même à discuter ensemble, puisqu'en fait, on ne parle pas de la même chose souvent. Oui. Oui, c'est le grand paradoxe en fait de la modernité qui part de l'idée que l'exploration rationnelle et scientifique du monde permettra d'accoucher d'un avenir meilleur pour l'humanité,
et qui en réalité aboutit sur une perception purement subjective et relative des événements. Et aujourd'hui, il y a un grand distinguo, effectivement, c'est peut-être une vraie dichotomie politique d'ailleurs, entre ceux qui croient ce qu'ils voient et ceux qui voient ce qu'ils croient. Et je crois que c'est une attitude dont on doit toujours se préserver, alors qu'il n'épargne aucune famille de pensée d'ailleurs, mais qui est particulièrement saillante quand même dans le progressisme contemporain, avec une dissonance quasiment quotidienne qu'il est dans l'incapacité de reconnaître. Et je pense, sans vouloir psychiatriser nos oppositions politiques, mais que ça joue beaucoup aussi dans le phénomène un peu de délire progressiste. Freud expliquait qu'il y avait 3 façons, en gros, de persister à peu près heureux dans l'existence. Il y avait le principe de réalité, qui est la sublimation du principe de plaisir par le travail, les stupéfiants, tu viens d'en parler, les psychédéliques, tout ça, et puis la fuite en avant en fait, psychotique. Et je crois qu'à bien des égards, le progressisme s'approche d'une fuite en avant psychotique, puisqu'il n'est même plus capable de reconnaître le réel dans son expression la plus concrète pour ce qu'il est. Ouais, ouais. Et cette fuite en avant psychotique, le wokisme en est un des éléments de preuve, évidemment. On en parlera, mais tu n'avais pas l'intention de publier cette lettre, mais c'est un peu les circonstances qui l'imposent, hein. C'est aussi ce qui transparaît à travers celle-ci, c'est que c'est plus qu'un différend entre 2 personnes, cette lettre que tu écris à ton professeur. Ce sont véritablement 2 visions du monde qui s'opposent, et pas seulement une vision entre les États-Unis et l'Europe, pas du tout. C'est une opposition qu'on retrouve ici aussi. Et c'est ça qui, à un moment donné, te pousse à écrire à ce professeur pour justement en tirer les éléments théoriques qui permettent de mettre des mots sur cette opposition fondamentale actuellement entre des gens qui sont wokistes, anti-wokistes, Trump, anti-Trump, pour la lutte climatique, qui n'y croient pas. Mais c'est vraiment, ça cristallise une opposition fondamentale aujourd'hui. Une opposition fondamentale et une opposition violente, très violente, au point, et le Covid l'a parfaitement illustré, d'exclure des citoyens de l'espace public, de fermer des chaînes de télévision, de tolérer qu'au sein de l'université, on interdise des conférences, ou on exerce de la violence contre ceux qui pensent différemment. Donc il y a un côté lutte à mort, hein, en partie. Mais en partie parce que il en va de la survie psychique, justement, des wokistes et des progressistes. Je pense que c'est un enjeu de survie pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont capables, d'une certaine façon, symboliquement, de tuer tous ceux qui les contredisent. Et donc le dialogue avec ce professeur qui m'a accueilli chez lui, avec lequel j'avais noué des relations assez proches, était devenu impossible. Et lorsque j'ai rédigé ce travail, je me suis rendu compte qu'en fait, cette rupture de lien faisait écho à des milliers, des centaines de milliers de ruptures de liens, notamment depuis l'épisode du Covid, où certains ont été bannis de leur famille à Noël, d'autres ont été affublés d'un bonnet d'âne alors qu'ils faisaient preuve d'infiniment plus de bon sens et de réflexion que ceux qui les désignaient. Et donc j'ai estimé que ça pouvait être utile et peut-être un peu réconfortant même pour d'autres. Et c'est la raison pour laquelle il m'a paru opportun de publier cette lettre. Mais tu le dis d'ailleurs, hein, tu espères soutenir la solitude de ceux qui sont dans le même esprit. C'est pour ça que c'est important de rappeler que cette opposition n'est pas là entre 2 groupes égalitaires qui ont les mêmes droits, qui ont le même accès aux médias. Non, c'est une opposition entre ceux qui ont le monopole de la représentation du réel, comme dit Alain Cardo, et qui ont les médias pour eux, les politiques pour eux, la justice pour eux, et les autres qui ont été maltraités
Donc en même temps, en écrivant ça, et c'est ce qui nous revient souvent aussi chez Kéros, c'est que tu donnes la possibilité aux autres de pouvoir lire un autre narratif, de pouvoir prendre connaissance d'un autre narratif, et d'une certaine manière, c'est salvateur. C'est ce qu'on nous a dit aussi chez Kéros. Heureusement qu'il y avait un autre son de cloche, parce que sinon on aurait été embrigadé dans un réel totalitariste, hein, le réel des médias, et on aurait été dans cette bulle, et sans doute que d'une certaine manière, tes écrits, nos écrits, peuvent sauver des gens, peuvent sauver des vies, vraiment dans le sens profond du terme, premier du terme, mais aussi peuvent leur permettre d'échapper à cette bulle médiatique étouffante. Le totalitarisme mise énormément sur le sentiment de solitude, puisque le sentiment de solitude, en fait, retourne l'agression contre soi-même. On subit une agression d'un discours qui nous paraît être en décalage avec l'expérience qu'on fait de la vie, et contre lequel il est impossible d'apporter un autre point de vue, en tout cas publiquement. Et le sentiment de solitude, en fait, va permettre de prolonger cette agression en la retournant contre soi-même et en finalement s'auto-investiguant. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis fou? C'est de ma faute. Et voilà, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis bête, etc. Et donc ils misent beaucoup en réalité là-dessus. Et d'ailleurs, dans la plupart des analyses des médias aujourd'hui de grand chemin, on trouve toujours cette dimension d'une majorité qui, comment dire, est déjà acquise à une forme de cercle de la raison. Voilà, de cercle de la raison. Ben, là, regarde au cours des dernières heures, Bachar al-Assad, le régime de Bachar al-Assad tombe. Dans les médias, on dit c'est une chute qui est saluée par l'écrasante majorité de la communauté internationale. Quelques jours avant, lorsqu'en Roumanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été annulé, je crois que c'était dans Le Point titrait une annulation saluée par le peuple roumain. Bon, le peuple roumain qui avait placé en tête ce candidat qui ne pourra pas aller au bout de sa candidature ou qui ira très, très difficilement, on peut l'imaginer, mais ça a été salué par la majorité du peuple roumain. Donc le fait de laisser croire que l'opposition est minoritaire et finalement elle se cantonne à des gens qui sont à la frontière entre la radicalité politique et le délire psychiatrique, eh bien, ça permet au totalitarisme d'avancer. Et c'est notamment ce qu'on a connu pendant la période du Covid. Et c'est ce qui, malgré tout, est aujourd'hui, sous l'effet du travail de la dissidence, sous l'effet de la prise en main aussi de X, par exemple, par Elon Musk, même si tout ça est très insatisfaisant et je suis tout à fait prêt à en discuter, mais est en train de bouger. Voilà, les lignes bougent, et au moment où nous parlons, il y a quand même une forme de succession, je trouve, quand même de bonnes nouvelles, avec ce rapport du Congrès américain sur la gestion de la pandémie de Covid-19, avec l'élection de Donald Trump, avec cette surprise, cette très grande surprise en Roumanie, même si peut-être que l'essai ne sera pas transformé à cause du coup d'État en cours. Donc les choses bougent, voilà. Maintenant, y compris dans le concret, pas simplement parce que des gens se laissent convaincre, mais parce qu'il y a une transformation politique née de ce travail de résistance intérieure et de résistance intellectuelle menée depuis des décennies déjà, mais qui s'est vraiment accélérée depuis la pandémie de Covid-19. Ouais, quand tu parles justement de la Roumanie, de la Syrie, tu dis dans ton, pas à ce sujet-là, mais pour tout le reste, parce que c'est toujours la même chose, tu dis, ce qui t'a le plus étonné, c'est sa capacité de cette dérive un peu de la gauche parisienne, mais qui représente évidemment la pensée unique et la bonne pensée. Tu disais sa capacité hors du commun à dire le réel me subjuguait littéralement. Et c'est ça que tu as vu à travers ce professeur aussi. C'est qu'ils ont le vrai avec eux, et on ne le remet pas en question. Voilà, la Roumanie, le peuple est content, la Syrie, les dirigeants du monde entier se lèvent. Donc le vrai et le faux est érigé en vrai et diffusé sur toutes les plateformes possibles et imaginables.
il faudrait interroger un psychanalyste ou un psychiatre, je suis sûr que vous l'avez fait, mais instinctivement, je dirais que tout ça se rapproche quand même des logiques d'emprise, et notamment des logiques d'emprise infantile, où quand on est dans ces configurations-là, il y a une toute-puissance d'un parent ou des deux parents dans la perception du réel, et ceux qui ont vécu l'emprise, ou d'un conjoint, le racontent. C'est-à-dire que la personne peut vous expliquer qu'il fait nuit en plein jour ou qu'il fait jour en pleine nuit, et on a beau savoir que ce n'est pas le cas, psychiquement, intérieurement, il est difficile de surmonter ce message qui nous a été véhiculé. Et bien, politiquement, en fait, le totalitarisme, c'est exactement la même chose. Et lorsque on a expliqué aux Français, par exemple, qu'il était moins dangereux de consommer un café assis que debout, et bien, même si, évidemment, le bon sens commandait de rire de cette injonction, beaucoup y ont obéi parce que c'était difficile psychiquement à surmonter. Donc on était vraiment là dans une logique d'emprise. On a un petit peu de mal encore à en sortir, mais tout ça viendra, et sans doute que la sanction pour les instigateurs de cette emprise sera d'autant plus lourde. Ouais. Ça serait juste, et ça indiquerait un changement. Explique-nous un peu les débuts de cette amitié avec un professeur d'université de 40 ans, ton aîné. Nous nous sommes rencontrés, donc j'étais entre 2014 et 2015 étudiant à l'université d'Arizona, dans le sud de l'Arizona, à Tucson, et je suivais un cours de politique publique avec un professeur qui est spécialiste de la Russie et qui enseignait au sein d'un amphithéâtre assez large. Et très vite, en fait, il a vu que j'étais français, lui s'intéressait beaucoup au Parti socialiste français. Sur son bureau, il y avait cette rose du Parti socialiste, etc. Et donc très vite, il m'a proposé qu'on se rencontre, qu'on prenne un café. Et nos échanges, en fait, se sont multipliés jusqu'à faire naître une véritable amitié. Je suis retourné chez lui dans les étés suivants. On correspondait beaucoup par mail. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc là c'est 2014, 2015, en 2016, on a le Brexit, on a l'élection présidentielle américaine, et donc déjà les choses commencent à se tendre, et cette relation commence un peu à perdre en authenticité, puisque je sentais bien, mais c'était peut-être un manque de courage de ma part, mais que si je disais véritablement ce en quoi je croyais, alors cette relation à laquelle je tenais allait se rompre. Alors j'ai essayé d'un petit peu ruser, et puis les années ont passé, et c'est devenu de plus en plus difficile de ruser, parce qu'à un moment, l'essentiel était en jeu. J'ai perdu mon grand-père du fait de la campagne d'injection, ma compagne a perdu son travail, donc là, tout ce qui était parfois un peu abstrait rentrait dans le concret de nos vies et dans le concret de ma vie. Et pour autant, je n'ai pas senti de sa part davantage d'empathie, lui qui professait matin, midi et soir la tolérance, l'empathie. Et c'est là où j'ai essayé de comprendre finalement ce qui motivait cette forme d'aveuglement, et aussi les raisons pour lesquelles les professeurs de vertu avaient été les premiers, d'une certaine façon, à se comporter de façon odieuse, et notamment pendant l'épisode du Covid. Soi-disant pour le bien commun. Ce qui nous ramène aux périodes les plus sombres de l'histoire. Hein. Bien sûr, et ce qui est à nouveau un exemple de perversion et de corruption des concepts, de corruption des mots. Sans doute, pour la plupart, y croyaient-ils eux-mêmes, du reste. Sans doute ignoraient-ils que rarement dans l'histoire, on a commis le mal au nom du mal. On a toujours commis le mal au nom du bien, ou au nom d'un bien supérieur supposé. Donc tout ça témoigne d'une forme d'inculture crasse en plus, de la part de ceux qui tiennent le crachoir et qui prétendent incarner l'élite
politique, l'élite intellectuelle, que ce soit dans le monde universitaire ou dans la sphère médiatique. Et parfois on m'interroge, on me dit mais pourquoi vous vous êtes révolté finalement au cours des dernières années? Et je dis vous savez, il n'y a rien de très glorieux, c'est une question d'orgueil. J'en avais marre d'être désigné comme un imbécile par des gens que je jugeais plus imbéciles encore que moi, en fait. Et ça a été ça au cours des dernières années, beaucoup. Oui, Donc et tu dis, mais ça c'est quelque chose qui n'arrive quasiment plus aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que nos sympathies personnelles ne doivent jamais nous retenir de penser les phénomènes collectifs. Mais nous ne sommes plus capables de débattre et surtout cette caste bien pensante, hein, comme on l'appelait, de ceux qui détiennent, comme je disais, les médias et les moyens de communication de manière générale, nous catégorisent, nous mettent dans, nous ostracisent en nous traitant de complotistes, d'extrême droite, hein, d'antisémites et j'en passe. Et donc, nous ne sommes plus capables justement de penser les phénomènes collectifs dans une amitié, dans une relation. Combien de couples, tu le rappelais, se sont déchirés d'amitié, de groupes dans tous les milieux à cause de ce qui s'est passé pendant le Covid, parce que directement, c'est les oukases, c'est les condamnations, et nous ne sommes plus capables de penser collectivement, en fin de compte, hein. oui, la logique de la modernité est une logique profondément narcissique. Bon, ça avait été bien décrit par Christopher Lasch, par exemple, et qui ramène donc euh, tout débat politique à soi-même. D'ailleurs, dans le débat public, on entend souvent en tant que, voilà, en tant que femme, en tant que personne trans, en tant que personne issue de l'immigration. Et donc il y a une forme de lien maintenant qui est devenu consubstantiel entre l'identité que l'on s'attribue et ce que l'on pense. Et donc tout ça menace profondément la discussion puisque en fait elle la transforme en affaire personnelle tout de suite, tout de suite. C'est plus je parle donc je suis, c'est je suis donc je parle. Exactement. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu si difficile aujourd'hui de se mettre d'accord sur nos désaccords. Et on nous rebat les oreilles toute la journée, notamment en France, matin, midi et soir, avec cette sacro-sainte République, n'est-ce pas? Mais s'il y avait bien un sens à la République, initialement, c'était de pouvoir se mettre d'accord sur nos désaccords. Et ce n'est plus possible aujourd'hui. Oui, et puis donc arrive en 2016, hein, tu le disais, le cataclysme pour la caste médiatico-politique qui va la bouleverser dans ses fondements, et puis va révéler aussi son profond mépris pour le peuple en fin de compte, hein, parce que c'est un peu comme le référendum de constitution européen, c'est que vous avez mal voté, on va vous faire revoter en ne changeant rien, en faisant semblant de tout changer. Et c'est pour ça que historiquement c'est très intéressant cette victoire de Trump et ces élections de 2000. Tu le dis dans ton bouquin, évidemment, avec une forte probabilité qui ont été truquées, qui ont été faussées, puisque ça devait être Trump en 2000. Mais ça révèle cette gauche parisienne ou cette caste intellectuelle washingtonienne qui pense qu'en fin de compte, ils sont dans le vrai et que les autres, ce bas peuple, s'est trompé. Ça, à ce niveau-là, c'est très intéressant. Oui, parce qu'en plus, il y a une forme de sincérité. Lorsque l'élection présidentielle de 2024 a eu lieu, donc il y a un mois tout juste, certains analystes de plateaux de télévision se sont risqués jusqu'à la dernière minute à prédire, voire même à annoncer la victoire de Kamala Harris. Et donc ça dénote une forme de sincérité, parce que quand on est cynique, il y a un moment où, pour simplement se protéger des commentaires des réseaux sociaux le lendemain, on évite de raconter n'importe quoi à la minute d'avant la contradiction de son analyse. Bon. C'est presque un délire prophétique. Exactement. Et donc, eux l'ont fait. Exactement. Et donc là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, sur la dichotomie entre ceux qui voient ce qu'ils croient et ceux qui croient ce qu'ils voient. Et 2016, 2020, en fait, consacre
une forme de recul du monopole médiatique centralisé sur les consciences et donc sur les choix politiques des peuples. Et tout ça réveille en fait une terreur assez profonde et entraîne dans les années qui suivent un raidissement de cette oligarchie occidentale. Certains ont vu dans les événements des dernières années le témoignage d'une puissance, d'une grande puissance de ce système, d'une toute puissance de ce système. Au contraire, ça a révélé l'extrême fragilisation de la caste oligarchique et de l'écosystème sur lequel elle prospère. Bien sûr. Alors tu dis, je te cite, Trump répandit l'hystérie parmi vous par son attitude virile. Donc là, tu es aux États-Unis, hein. Je veux dire, tu écris ça plus tard, mais cette hystérie, c'est celle de 2016. Par son attitude virile, il réveilla une détestation du patriarcat cultivé dans le silence sous l'ère Obama et qui trouva un point de fixation contre lequel ferrailler. Porte-voix des vérités douloureuses, le milliardaire new-yorkais s'employa à souligner l'ensemble de vos contradictions sur la proximité des démocrates américains avec le complexe militaro-industriel ou les cercles financiers, faisant chanceler la très haute idée auto-entretenue de vous-même. N, qui est l'époux, je pense, du prof, hein, N s'en est même, donc c'est l'initiale de son prénom, s'en est même prise à la blondeur de ses filles, donc les filles de Donald Trump, trop blondes ou trop blanches. Oui, j'ai le souvenir, par exemple, donc on est à l'été 2015, non, à l'été 2016, pardon. Je séjourne donc à Tucson chez ce professeur et chez son épouse, et on regarde MSNBC, qui était le grand canal vraiment de désinformation démocrate et progressiste. Et puis Hillary Clinton passe, et j'ai ce professeur, donc docteur en sciences politiques, qui la regarde et qui dit « Elle est si belle en bleu. Qu'est-ce qu'elle est belle en bleu ?» Et là, je me suis dit « Mince, quand même, t'es titulaire d'un doctorat, t'as écrit des bouquins sur l'URSS, sur ces choses-là. Enfin, c'est quand même... Et puis, quel niveau d'analyse. Et oui, c'était un exemple parmi d'autres de commentaires d'une bassesse effroyable et d'un niveau absolument effroyable d'analyse. Et donc ce parti du progrès, au fond, c'est le parti de la mort, hein. C'est le parti de la mort, le parti de la mort des cultures, le parti de la mort des liens, le parti de la mort des corps, hein, avec ses obsessions absolument morbides pour l'euthanasie, l'avortement sans limite, etc. Mais c'est aussi le parti de la bêtise, vraiment. Et ça, notre ami Ted K, pour la chaîne YouTube, je vais le nommer comme ça, Ted K, chacun le reconnaîtra, expliquait qu'il était important d'avoir une forme de vernis intellectuel pour diffuser une idéologie. Il faut que cette idéologie-là soit respectable. Et c'est pour ça que la guerre culturelle est importante. Parce que on doit conquérir cette légitimité intellectuelle, et cette légitimité intellectuelle, une fois conquise, rendra les choses beaucoup plus faciles. Et c'est la raison pour laquelle ces gens peuvent se permettre encore aujourd'hui d'annoncer des bêtises sur le plateau de télévision, parce qu'ils profitent des fruits d'une légitimité intellectuelle passée. Ils sont dans le réel, ils ont la légitimité du réel avec eux, et ils ont aussi le monopole des médias. Sinon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils refusent tout débat, hein. S'ils se retrouvent avec quelqu'un qui a des choses à dire, ils seraient totalement perdus. Alors voilà, Trump est élu. Qu'est-ce qui se passe alors? Tu es aux États-Unis en 2016. Trump est élu, c'est le cataclysme. Ils sont pas sortis de chez eux pendant 15 jours. Hein. Ils vivaient quasiment comme des survivalistes, eux qui s'étaient tant moqués d'ailleurs. C'était terrible. Mais encore une fois, c'était pas un choc politique. C'était un choc psychologique. Puisque leur approche de la politique était une approche éminemment psychologique. Leur monde s'effondrait. Et voilà, et réactive et émotionnelle, en fait. Et donc là, ils n'étaient pas défaits d'un point de vue des idées, d'un point de vue idéologique.
c'est leur psychisme profond qui était atteint. Et donc ça a été évidemment Et leur croyance. leur croyance, bien sûr, leur représentation d'eux-mêmes, même. Donc de leurs voisins, de se dire que dans leur communauté, statistiquement, il y avait, je sais pas, 40% des gens qui croisaient au supermarché qui avaient voté pour Trump. C'était insupportable pour eux. Donc, ils ne sont pas sortis de chez eux pendant 15 jours. Je crois qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Et j'admets que c'était l'époque où j'avais encore un peu de mal à totalement assumer les choses. Donc, je leur avais, moi, dit très clairement que j'aurais voté pour Trump si j'avais été américain, mais sans trop en faire. Et j'ai éprouvé, dans le secret de mon cœur, une petite joie quand même. Une joie un peu malsaine à les voir si décontenancés. Ouais. Et puis, tu dis, c'est de ces événements, hein, donc l'élection de Trump et de leurs effets sur vos discussions, qui t'a décidé de ne plus céder à la passivité lâche face à votre déni pathologique du réel. Là, on est dans la parésia, hein, l'art de dire le vrai et plus vulgairement, de ne plus fermer sa gueule en fin de compte. Et on entend encore beaucoup de gens qui disent l'autre fois, j'étais en salle de classe et j'entends des professeurs qui disent tiens, encore une personne morte. Et alors la personne lui dit mais j'ai envie de dire quand même qu'il se passe des trucs bizarres avec les vaccins, les effets secondaires. Mais j'ai pas voulu le dire. Je pense que justement ce que tu dis là, ce déni pathologique du réel et cette volonté cette crainte d'aller dire, puisqu'ils ont le monopole du vrai, il faut la casser, il faut arrêter. Même si on est seul, à ne plus avoir peur de dire non, en fait, euh, cette, ce Trump bashing et du délire. Et c'est pour ça que le Covid a été, avec tous ses malheurs, avec tous ses drames, et j'en ai connu aussi à titre personnel, a été en réalité une grande chance. Parce que c'était le moment où tout ça allait trop loin. Et donc il n'était plus possible de se taire, où il n'était plus possible de poursuivre les faux-semblants. Beaucoup l'ont fait, hein, mais ça a été également un aiguillon pour tant d'autres de ceux qui nous regardent. Donc, en ça, ces événements ont offert une opportunité absolument incroyable. Et la vérité, le réel, peut-être de façon un peu moins présomptueuse, le réel véhicule une grande puissance. Nous vivons dans un temps où le conformisme l'emporte plus que jamais, pour des raisons qui avaient été expliquées par notre ami Ted K ou même Christopher Lasch. L'idéologie progressiste est consubstantielle au conformisme, et donc il est plus difficile que jamais d'exprimer un contrepoint par rapport au discours dominant, et ça nous coûte. Mais les temps difficiles produisent beaucoup d'hommes libres aussi, et c'est un autre mérite de cette période. Ça nous aura un petit peu tanné le cuir d'une certaine façon. Donc moi je désespère pas du tout de la vérité, de la capacité des gens à la dire dans les années qui viennent. Ce qu'on peut craindre, même s'il ne faut pas avoir peur, hein, parce que nous succomberions à leurs désirs en fin de compte, c'est que quand ils ne maîtrisent plus les représentations, ils peuvent commencer à agir sur le réel, les faits. Et on peut penser que 2020, justement, c'est oulala, nous ne maîtrisons plus le narratif médiatique. En tout cas, il n'a plus autant d'influence sur les esprits américains. Passons à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase coup d'État, en fin de compte, d'une certaine manière. Exactement. Et certains expliquent qu'il s'agit de complotisme, ce à quoi je leur réponds, si des scénaristes y pensent, si des romanciers y pensent, si des analystes politiques y pensent, si des militants y pensent, pourquoi eux n'y penseraient pas? Ce seraient donc les seuls, finalement, à naviguer à vue sans
réel plan sur l'avenir? Non, bien sûr que non. Et il était très clair que face à une dissolution, une fragmentation des sociétés, pour des raisons qu'ils ont également accompagnées, mais je crois que le propre de la modernité, le propre de la modernité technicienne, c'est cette fragmentation des sociétés. Et ben, nécessairement, on a tenté de reprendre la main. Et comment on reprend la main en de telles circonstances quand l'opinion publique finalement occupe une telle place, quand la subjectivité occupe une telle place, eh ben, c'est en créant un choc psychologique. Et depuis 2020, on a une succession de chocs psychologiques. Notre-Dame a été aussi un choc psychologique. Notre-Dame, dont on ne sait toujours pas, 5 ans après, quelle a été la cause de l'incendie. Et je vous parlais de mon père tout à l'heure. Mon père est menuisier. Il n'est pas du tout, enfin tu l'as compris, et ceux qui nous regardent l'ont compris, lui il n'est pas du tout sur notre ligne. Mais enfin, il sait très bien qu'une charpente de chêne aussi large, aussi lourde, ne brûle pas avec un mégot de cigarette. Donc, il y a une succession de chocs psychologiques depuis 2019, depuis 2020, et qui ont permis de prolonger, d'une certaine façon, l'emprise, le règne de cette petite oligarchie. Mais enfin, elle tient quand même de plus en plus difficilement aujourd'hui. Ouais, des chocs psychologiques qui mettent aussi les gens en état de dissonance, hein, qui peut-être créent le malaise actuel avec, on le sent, des tensions sociales, des malaises dans les collectivités. Il y a des croyances fondamentales qui, pour moi, séparent ces deux groupes, si on peut dire. Notamment celle de penser, ou pas, que l'État veut notre bien. Mais il y a aussi celle du progrès. Tu dis, j'ai entreaperçu qu'une condition tacite sous-tendait ton affection à mon égard. Tu parles à ton enseignant. Être aligné sur la marche du progrès. Je mets progrès, moi, avec un grand P. Et donc, ces gens, et c'est ça aussi leur détestation de Trump et de ceux qui votent pour Trump, c'est qu'ils pensent que l'histoire a une continuité, que aujourd'hui est nécessairement mieux que hier et moins bien que demain. Et donc, ils sont toujours dans cette logique-là. Et c'est eux qui dénoncent et qui identifient ce qui est un retour en arrière ou pas. Le progressisme, qui n'est que le versant politique ou l'expression politique de la société des machines, propose en fait une nouvelle doctrine du salut. Depuis la Révolution française, qui a été inspirée, précipitée par les révolutions industrielles. Cette doctrine du salut sort Dieu et la transcendance de façon plus large de l'équation pour lui substituer une loi définie et sans cesse redéfinie par l'homme et un horizon vers lequel il chemine au moyen notamment de l'innovation technologique et de l'émancipation supposée qu'elle entraîne. Et donc en fait le débat, je te rejoins complètement, c'est un débat quasiment métaphysique au fond, qui va bien au-delà de la question simplement politique. C'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de survie psychique pour les progressistes. Mais c'est aussi un combat métaphysique. Et le progrès est une religion, c'est une de ces religions séculières dont parlait Raymond Aron, mais c'est la religion séculière dont découlent toutes les autres finalement. L'écologisme, même le wokisme, etc. Tout ça est subsumé d'une certaine façon dans l'idée du progrès, qui est une idée assez nouvelle dans l'histoire de l'homme, à savoir que l'innovation, nécessairement, et de façon quasiment indiscutable, sans qu'il y ait besoin de faire preuve de discernement, l'innovation technologique entraîne un demain qui est meilleur qu'aujourd'hui, a fortiori qu'hier. Alors, Covid-19 arrive, hein, et tu dis, page 31, une réflexion contradictoire, ce n'est pas étonnant d'ailleurs, hein, sur cette thématique, fut tout bonnement impossible. D'ailleurs, je dis c'est pas étonnant. Pour moi, c'est pas étonnant. Est-ce que toi,
tu es étonné à ce moment-là, après les discussions entre guillemets sur Trump, 2016, 2020, est-ce que tu es étonné que aucune réflexion avec cet intellectuel américain sur le Covid soit possible? Non, car le débat public était déjà considérablement dégradé à l'époque. Et parce que le Covid, comme la plupart des points de bifurcation de la modernité d'ailleurs technicienne, fait appel à des émotions mobilisatrices très fortes, et notamment la peur et l'instinct de survie. Euh, et donc dans un monde où on est incapable de penser des lois bioéthiques au-delà justement du seul narcissisme personnel en tant que je revendique le droit à, ou mais vous vous rendez compte, ça existe déjà, les pauvres, etc. Il était finalement pas très étonnant que lorsqu'on avait vendu l'idée que le Covid allait tuer une partie significative de la population, alors tout devenait acceptable. Que ce soit les ségrégations selon le statut vaccinal, que ce soit l'interdiction des visites à l'hôpital, l'interdiction des visites dans les EHPAD, que ce soit l'euthanasie déguisée avec le Rivotril, disons les choses très clairement, qui a précipité vers la mort des dizaines, des centaines de milliers de personnes sans doute à l'échelle européenne, tout devenait possible. Tout devenait possible. Mais aussi parce que le progressisme ne conçoit la vie que sous un prisme matériel. Et donc, mécanique, voilà. La vie, ce n'est que cela, ce n'est que l'existence biologique, et donc tout justifie qu'on la prolonge, en réalité, même les pires transgressions. Donc non, j'ai pas du tout été étonné que le débat soit impossible. D'ailleurs, j'en ai été très vite le témoin. Au tout début du Covid, le Figaro, à l'époque, me demandait d'écrire quelques réflexions, et puis très vite, ils m'ont viré. Je me rappelle d'avoir été viré en plein direct sur une grande chaîne française, parce que j'avais parlé du code de Nuremberg, et donc dans l'esprit saut du présentateur, Nuremberg égale nazi, nazi égale bon. Donc je me suis fait virer. Bon, donc très vite en fait j'ai vu que ça allait être difficile, quoi, parce que ça ramait, en fait, ça ramait complètement. Alors ouais, de cette période, tu dis justement, quelle arrogance faut-il pour décréter l'intuition de l'autre si infâme qu'elle ne vaut pas examen, qu'une fois sa vérité dite et son interlocuteur remis sur le droit chemin, on peut aisément passer à autre chose. C'est une belle description de, de- de ce qu'a révélé le Covid, mais de ce qui était déjà là en latence, évidemment, et même moins qu'en latence, que tous ces événements comme Trump, Covid et le reste, Gaza-Ukraine, révèlent en fin de compte que... Mais si tu veux, en fait, la logique inquisitoriale qui est propre à nouveau à la modernité progressiste, parce que pour il faut détruire pour rebâtir à la place, hein. Il faut dénaturer l'homme pour le remplacer, il faut détruire les cultures pour faire un grand tout mondial. Et donc la destruction et l'inquisition est un outil de choix pour cette modernité technicienne, progressiste, prométhéenne d'une certaine façon. Et donc là, la logique inquisitoriale euh, a changé d'échelle, en fait. Elle est devenue complètement industrielle, au point, comme aux pires heures du communisme, d'aller dénoncer ses parents, d'aller dénoncer ses voisins. C'est exactement ce qu'on a observé. On avait vécu un moment qui est un moment très difficile. Et d'ailleurs, certains ont un peu tenté de disqualifier les oppositions en expliquant ne vous prenez pas pour les résistants de 1940. Alors c'est vrai que nous n'avons pas mis nos vies en risque pour les idées auxquelles nous croyons, et encore que, puisque beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance, beaucoup ont perdu l'image sociale qu'ils avaient réussi à conquérir. Mais la situation était infiniment plus complexe et beaucoup plus
est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus omniprésente, d'une certaine façon, que une logique connue depuis la nuit des temps, à savoir un pays tiers envahit mon pays et donc je défends mon pays contre le pays tiers. Du reste, à l'époque, les réactions moyennes n'étaient pas tellement plus brillantes que celles qu'on a observées pendant le Covid. Bon, donc on a aussi du mérite. On a aussi du mérite et la résistance qui a été menée par des millions de personnes produit aujourd'hui des effets assez vite finalement, parce qu'on est 4-5 ans après. Donc à l'échelle de l'histoire, c'est pas énorme et on n'a pas démérité. Ce qui est parfois fatigant, énervant aussi, et que tu as dû vivre avec cet enseignant américain, mais avec d'autres évidemment, qui est le symbole de ce mode relationnel systématisé, c'est que les aberrations, les absurdités, les apories n'arrivent pas à leur cerveau, hein. Ils ont une espèce de défense où ils se protègent du réel, comme je disais, en catégorisant l'autre aussi, hein, qui pour moi est la seule fonction de la catégorisation de l'autre, catégorisation négative, c'est justement une autoprotection pour eux. Oui, aussi parce que le progressisme est, assumons de le dire, d'essence criminelle. Et les protagonistes au niveau décisionnel de cette idéologie, et le Covid à nouveau l'a montré, ont du sang sur les mains. Donc c'est compliqué aussi, parce que en fait quand on demande tout le monde, si vous voulez, je, je, je reviens à un cas que je connais, lorsque vous avez autour de vous quelqu'un qu'on a forcé à se faire injecter, et qui meurt des suites de cette injection, comment voulez-vous que ceux qui l'ont forcé à se faire injecter en lui expliquant qu'il ne pourrait plus voir ses petits-enfants, par exemple, s'il ne recevait pas l'injection, comment voulez-vous que ceux qui se sont rendus finalement coupables, un peu de façon indirecte, mais de sa fin de vie, reconnaissent la responsabilité qu'elle a leur? C'est pas possible, puisque là c'est de l'effondrement psychique garanti. Et donc le progressisme entraîne aussi de telles transgressions avec de tels effets sur la vie des corps, sur la vie des cultures, qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, d'une certaine manière, il est quasiment impossible, par souci de préservation de soi et de l'image qu'on se fait de soi, de revenir en arrière et de reconnaître qu'on s'est trompé. Et les médecins de plateau télé, les responsables de santé publique des années Covid ne pourront jamais reconnaître en conscience qu'ils se sont trompés, parce que reconnaître qu'ils se sont trompés, c'est reconnaître que leurs discours, leurs intimidations ont tué des milliers et des milliers de personnes. Ouais, c'est aussi tout leur mode, c'est aussi toutes leurs croyances, leur mode de vie, leur histoire qui s'écroule. Complètement. Et on retrouve ça sur d'autres sujets, hein. La France a débattu, heureusement par nos efforts, on a réussi à décaler un peu les choses, mais va redébattre à nouveau la question de l'euthanasie. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question à titre professionnel, mais finalement aussi comme militant, contre la légalisation de l'euthanasie en France. Le, les protagonistes du droit de mourir dans la dignité, comme ils le disent, sont pour la plupart de bonne foi. Et si vous les exposiez à la réalité de ce qu'ils font et des conséquences de leur vision du monde, ils se jetteraient par la fenêtre. Donc pour eux, c'est impossible. Il en va à nouveau de leur survie psychique. Voilà. Et donc le problème du progressisme, c'est que le narcissisme, il prend une telle place, l'émotivité, il prend une telle place, que très vite, la question n'est plus politique, mais psychologique. Et donc, des mécanismes de défense se mettent en branle, et une fois qu'ils sont en branle, c'est très difficile de revenir dessus. Est-ce que justement, progrès, et indigence intellectuelle, ne vont pas nécessairement, ensemble aussi? Tu dis dans La chute de Prométhée: «L'esprit était le véritable anticorps contre le Covid-19». Est-ce que quand tu es aussi avec ces pontes intellectuelles, professeurs de grandes universités américaines,
Il n'y a pas une forme incroyable de bêtise, justement, qu'on ne retrouve pas dans ces classes populaires dont George Orwell disait qu'on y décelait beaucoup plus fréquemment une forme de décence ordinaire. La modernité s'adresse au ventre, s'adresse au caleçon, elle s'adresse aux tripes, mais pas à l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ce qui retient. C'est ce qui retient d'acheter, c'est ce qui retient de se soumettre, c'est ce qui retient d'accompagner le mouvement du jour. Donc profondément, la société des machines et donc l'idéologie progressiste dont elle accouche euh, est, un, est un complot d'une certaine façon contre l'âme, est un complot contre l'esprit et produit en réalité beaucoup de bêtises. L'effet de Flynn d'ailleurs qui avait été observé, c'est-à-dire d'une progression croissante du quotient intellectuel au cours des derniers siècles dans le monde occidental, est aujourd'hui en train de se renverser. Et quand on s'intéresse aux raisons qui précèdent en fait, la régression du QI, par exemple en Europe occidentale, les scientifiques, qui ne sont pas des militants, expliquent que l'écosystème technologique joue pour beaucoup en fait dans cet abêtissement. Et donc la modernité produit de la bêtise. Et nécessairement ce qui la représente, que ce soit dans le monde universitaire, soit dans le monde médiatique, reflète aussi cette imbécilité-là. Voilà, il la reflète. Et, et c'est désarmant, c'est révoltant. Et à nouveau, moi, je me suis beaucoup engagé par orgueil, en fait. Hein. Euh, Par sursaut d'orgueil, parce que j'en avais marre d'être pris pour un idiot par des gens qui étaient terriblement plus idiots que moi, en fait. Ça va pas chercher beaucoup plus loin, mais c'est essentiel. Dans, dans cette société des machines aussi, il faut abolir les limites. Le wokisme et l'importance donnée aux minorités fait partie évidemment de ce jeu, de cette nécessité. Je cite toujours l'importance du livre de Walter Ben Michaels, La diversité contre l'égalité, qui dit qu'en prenant la diversité, au fait, on maintient les inégalités, et qui donne cet exemple fabuleux de femmes de Wall Street et de femmes de Walmart qui manifestent ensemble pour indiquer qu'elles ont des salaires plus bas que ceux des hommes. Et il explique dans son livre, Walter Ben Michaels, que les femmes de Walmart feraient bien de manifester avec les hommes de Walmart contre les femmes et les hommes de Wall Street. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, sans doute, il y en a d'autres, et je réfléchis de plus en plus au rôle du protestantisme dans tous ces phénomènes, mais je crois que c'est l'une des raisons de la naissance aux États-Unis du mouvement woke, c'est que l'Europe, et notamment l'Europe de l'Ouest, a su, comment dire, intégrer, de façon imparfaite, mais intégrer des revendications sociales que n'a pas intégré le capitalisme américain et qui a donc dû détourner la colère sur d'autres objets, en fait. Et donc, effectivement, plutôt que de s'intéresser aux fruits de son travail, on va manifester avec une bourgeoise parce que, en tant que femme, on estime partager des intérêts, Ouais, mais des intérêts on, on se fait avoir aussi en fin de compte. Les populations sont totalement trompées. On les oriente dans des luttes qui les divisent et qui en fin de compte maintiennent intactes les classes sociales. Et on est sans arrêt. Et j'ai l'impression que le wokisme, c'est vraiment ça. Et je me dis parfois qu'il faudrait peut-être, d'une certaine manière, dire une fois pour toutes, un peu comme la cérémonie d'ouverture des Jeux, on dit une fois pour toutes ce que ça représente profondément, et puis on arrête d'en parler. Et on nomme uniquement le délire. Chaque fois que quelqu'un peut venir avec des choses comme ça, parce que c'est vrai, il y a énormément de livres qui s'écrivent, mais pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose. Euh, Je suis d'accord avec toi, mais aussi un petit peu en désaccord, parce que cette furie, cette furie tue chaque jour.
Ah ouais, Elle, ouais, elle détruit des familles, elle détruit des enfants auxquels on administre des bloqueurs de puberté, ouais. auxquels on impose des mutilations, puisqu'il s'agit de mutilations sexuelles. Il y a ces effractions psychiques maintenant dans les écoles où des militants woke, mais c'est de la pédocriminalité, disons les choses telles qu'elles sont, vont tenter d'éveiller les enfants à la sexualité. C'est de la pédocriminalité. Le fait de présenter des contenus hypersexualisés à des enfants dans un but autre que celui de les protéger, c'est de la pédocriminalité. Ouais. Et donc en ça, je me dis quand même que... C'est vrai que moi pendant très longtemps, j'ai pris ce parti-là. On a compris ce que c'est, et d'une certaine façon, mettre la lumière sur ces gens-là, c'est leur accorder une publicité qu'ils ne méritent pas. Et en même temps, il faudra bien... C'est une question que je me pose aussi. C'est une question que je me pose aussi parce qu'on le fait aussi, mettre la lumière sur ces gens-là. Mais c'est vrai que d'une certaine manière aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Et comme tu dis, moi, parfois au hasard de mes discussions avec des enseignants de primaire, hein, donc pour les enfants de moins de 12 ans, de 6 à 12 ans ici en Belgique, on se rend compte qu'en fait, au hasard d'une discussion, un enseignant te dit: «Oui, mais en fait, il y a eu une animation dans ma classe, j'ai 3 élèves qui sont venus me voir en pleurs après, totalement choqués, parce on était venu avec des contenus profondément infractants pour des gosses de 9 10 ans». Et c'est un peu comme les effets secondaires du vaccin et la pharmacovigilance. La plupart des troubles de ce qui se passe n'est pas rapporté dans le réel. En tout cas, à plus large échelle, n'est pas médiatisé. Et sur l'abêtissement dont tu parlais juste avant, je prends le cas de la France. La semaine dernière, on a eu une grève des enseignants. Il y en a ici aussi, ouais. Pour un budget qui était caduc, puisque le gouvernement était tombé. Et donc pour des raisons qui ne sont pas illégitimes, mais qui sont vraiment pécuniaires, enfin très matérielles, très concrètes. Quand il a fallu masquer les enfants, faire des ronds dans les cours de récréation pour pas qu'ils jouent ensemble, ou leur proposer des séances d'éveil à la sexualité avec des militants LGBTQ+, là on les entend pas, les enseignants. Et donc ces gens dont le rôle est de transmettre un savoir, de faire pousser l'intelligence en fait, sont aussi des représentants. Évidemment, il y a des exceptions. La pensée dominante. Voilà, parce que il y aura des commentaires en disant moi je suis enseignant, je fais pas ça. Mais il y a évidemment des exceptions, mais sont aussi un bel exemple de cet abêtissement généralisé. Mmh. Rien de ce qui se passa durant la pandémie n'aurait pu arriver sans votre hégémonie culturelle. On en a parlé, mais c'est très intéressant. On en revient, hein, on fait des allers-retours dans divers concepts. On se rend compte avec le Covid-19, mais avec Trump aussi maintenant, qu'ils sont partout, les bien-pensants, qui, sous couvert de liberté, de lutte contre la censure, enjoignent de nous dire ce qu'il faut penser, enjoignent de nous taire. Surtout, ne respectent pas la charte de Munich, qui est aussi de pouvoir dire à l'autre ce qu'il n'a pas envie d'entendre, même s'ils ne le disent pas comme ça dans la charte de Munich. C'est ça la véritable liberté d'expression. Ils sont partout, dans la culture, dans l'enseignement, dans la santé, dans les médias. Cette hégémonie culturelle est forte et encore, elle est en train de un peu de s'étioler, de se briser lentement, mais elle est toujours là. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. On est sur la queue de comète, donc ça reste pénible pour nous, puisque de fait, que ce soit en Belgique ou en France, des gens comme toi et moi, par exemple, restent privés d'accès à 98% des émissions généralistes. Bon. Et en même temps, l'élection là, de 2024 aux États-Unis démontre que le système médiatique traditionnel et le système culturel dominant a définitivement perdu toute forme d'impact, puisque les gens, en fait, alors que les universitaires étaient mobilisés, alors que les journalistes étaient mobilisés, alors que la plupart des penseurs ou revendiqués comme tels étaient mobilisés, eh bien les gens ont fait le contraire. Ils ont fait le contraire. Et nous sommes, et ça c'est quand même un des grands, je trouve, une des grandes réussites
nos mouvements, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, nous sommes en train de renverser la vapeur et de gagner la guerre culturelle. Aujourd'hui, des universités s'ouvrent où la doxa de progressiste, celle de la French Theory, retrouve sa juste place, c'est-à-dire celle du néant, où des médias, des groupes de médias, y compris supportés par des gens qui ont des moyens, mais permettent quand même une expression plus libre, qui n'est pas parfaite, hein, c'est très clair, mais on peut dire des choses aujourd'hui. Donc tout ça s'inverse. J'espère qu'on ne tombera pas dans le même écueil, j'espère qu'on ne tombera pas dans le même dogmatisme que celui dans lequel les progressistes sont tombés. Je nous le souhaite vraiment de tout cœur, et c'est le moment d'ailleurs où on va pouvoir un petit peu en décider. C'est pas forcément le chemin qu'on prend. Moi je vois en France, hein, il y a beaucoup de médias aujourd'hui, de conservateurs, y compris qui commencent à avoir pignon sur rue, et qui n'échappent pas, malheureusement, au dogmatisme ou à une forme de sélection un petit peu des faits. Mais c'est le temps de la maturation, c'est le temps du mûrissement. On espère. En tout cas, ça change. Ça change. Comment tu vois ce potentiel paradoxe de considérer l'élection de Trump comme quelque chose de positif, tout en situant la misère moderne dans l'idéologie du progrès, le règne de la machine, dont Trump est un ardent défenseur? Est-ce que c'est là le résultat d'un réalisme obligé, et qui nous engendrerait de choisir le moins pire, hein, entre la peste et le choléra, ou celui qui peut-être un jour fera advenir quelque chose d'historique malgré lui? Il y a une très grande ambivalence dans la campagne de Trump, notamment en 2024, et qui tient pour l'essentiel à la présence à ses côtés, quasi omniprésente, d'Elon Musk. Il est possible que l'administration Trump, dont je me suis réjoui hein, qu'elle parvienne pour la troisième fois à l'emporter, mais pour la deuxième fois de façon officielle, consacre d'une certaine façon une transformation profonde de l'État et de la nature même de la politique. Parce que pour la première fois, un homme subventionne une partie quand même considérable de la campagne. Il a donné 120 millions de dollars à Donald Trump et s'intègre au fonctionnement des administrations publiques. Il va les commander pour servir une vision personnelle du bien commun et nourrit également de grandes transgressions. Voilà, est-ce que après avoir reçu 120 millions de dollars de la part d'Elon Musk, est-ce que Donald Trump sera capable de résister à sa furie transhumaniste, par exemple? C'est une véritable question. Et on n'a sans doute pas fini de parler d'Elon Musk et du rôle qu'il va jouer dans la politique américaine, mais même dans la politique européenne. Il déclare vouloir donner 100 millions de dollars à Nigel Farage au Royaume-Uni. Bon, c'est très bien. Nigel Farage est sans doute l'homme politique le plus talentueux et le plus prometteur pour le Royaume-Uni. Enfin, ces subventions à répétition démontrent que l'élection de Donald Trump ne met pas fin au système oligarchique et à la vision matérialiste, industrielle, prométhéenne que ce système promeut. Simplement, il change les visages. C'est un moindre mal, c'est sûr, mais ça ne clôt pas la question des problèmes posés par ce système oligarchique et par cette société des machines. Et il est tout à fait possible qu'on doive reprendre le combat, y compris contre l'administration Trump, sur des sujets qui ont été portés par Elon Musk. Et je pense évidemment à l'hybridation de l'homme et de la machine. Je pense avoir la réponse, mais est-ce que tu as eu des retours à ton courrier? Non. Et crois-tu qu'il soit capable de l'entendre? Si oui, de le comprendre? Et quand je parle de lui, évidemment, je reviens sur l'idée que
dans ce mode, excuse-moi de te couper, dans ce mode d'échange, hein, si on peut encore parler d'échange, de ma façon générale, qui est illustrée par cet échange épistolaire avec, et ceux que tu as eu avec ce professeur d'université. Est-ce qu'ils sont capables, donc de manière générale, de l'entendre et donc de le comprendre? On a perdu beaucoup de gens, de façon définitive. Et parce qu'ils se sont associés à des choses qui les disqualifient à jamais. Ils ont du sang sur les mains. Ils ont du sang sur les mains. Et d'ailleurs, ce qui les terrifie dans la victoire de Donald Trump, c'est pas de savoir si Donald Trump va ajouter 1 mètre au mur à la frontière américano-mexicaine. C'est parce que, comme président, il tiendra la plume de l'histoire. Et le jugement de l'histoire à leur endroit sera absolument terrible. Et au fond, ils vont se retrouver confrontés avec leur réalité, avec la réalité de ce qu'ils ont fait durant toutes ces années, en termes de destruction à nouveau des corps, des cultures, de l'espérance. C'est ce qui les terrifie. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, l'enjeu n'est plus de tenter de convaincre ces gens-là. Leurs résistances sont trop grandes, et puis leur cas ne relève même plus de la politique. Alors quand tu parles d'eux, justement, tu fais une distinction, parce que tu dis, je te cite, malgré la perfidie des gouvernants occidentaux et leurs agents d'influence, vous demeurez comptable de ce qui arrivait. La minorité qui a désobéi fait de vous des coupables. Vous, ce sont les petits lieutenants de l'oligarchie, les sachants télévisuels, les demi-instruits, ceux qui veulent en être, les militants haletants d'appartenir au camp du bien, qui se sont jetés dans les bras du diable. Tu ne mets pas tout le monde il y en a qui se sont fait tromper, qui se sont fait avoir, sans vouloir... ceux qu'on connaît, les pères, mères, frères, voisins, ceux qui regrettent nombreux... qui, on leur en veut quand même de leur faiblesse, hein, ont été s'injecter un produit expérimental pour aller voir un match de foot ou partir en lone inclusive sur une plage espagnole. Mais bon, disons qu'ils sont plus des victimes que des coupables. Par contre, les autres, c'est autre chose. C'est ça que tu dis aussi quand tu parles de cette obéissance différente en fonction de qui on est. Parce qu'il y en a qui étaient déjà victimes du discours, alors que d'autres étaient les producteurs de ce discours. La responsabilité n'est évidemment pas la même pour tous, et de fait, beaucoup de ceux qui ont obéi ont été les premières victimes, en réalité, de leur obéissance. Je pense par exemple, et je le dis sans aucune ironie, je le dis avec tristesse, je pense aux victimes des effets secondaires, qui par définition sont des gens qui à un moment, pour des raisons d'ailleurs sans doute très légitimes parfois, ont fini par obéir, et ont fini par plier devant ces injonctions. Donc la responsabilité n'est pas la même partout. Et je suis profondément chrétien, on est tous des... la perfection n'est pas de ce monde, la vertu n'est pas de ce monde. C'est d'ailleurs un grand tort du progressisme que de le croire. Et on a tous la possibilité d'aller de l'avant, on a tous la possibilité de se racheter. Par contre, ça suppose une chose, c'est de faire un retour sur ce qui s'est passé, et d'accepter les vérités douloureuses sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on a été. Elles peuvent même être plus que douloureuses, puisque tu parles de décompensation psychique possible, hein, où tu dis vous n'échapperez pas au fouet du réel. Sortis de votre métavers idéologique et économique, beaucoup de vous sombreront dans l'abîme psychique. Et on voit qu'ils s'en protègent, hein, on voit qu'ils sont totalement dans le délire, c'est-à-dire le déni du réel, pour se protéger psychiquement. Les autres qui ont été des victimes, il faut les accompagner avec bienveillance. Tu voulais dire? Pour tout te dire, Alexandre, si j'ai anonymisé cette lettre, au-delà d'une forme de pudeur et d'un désir de ne pas apparaître comme animé par un esprit vengeur, il y a aussi eu un souci pour le destinataire, en me disant il va se jeter par la fenêtre, quoi. Et je voulais pas m'en rendre responsable. Donc oui, il y aura une décompensation psychique, c'est sûr. Mais
Il va se jeter par la fenêtre ou il va être plus violent encore? C'est une des Oui. 2. Oui, mais comme les coordonnées changent et que le discours dominant évolue, je crois que c'est plutôt le. Ou alors être toujours dans le déni, c'est-à-dire même nier avoir dit ce qu'il a dit ou fait ce qu'il a fait. Et ça, on l'observe aussi. C'est moi, des fois, aujourd'hui, je rencontre des gens qui me parlent du Covid, enfin de la période du Covid, comme je peux en parler, et je me dis, mais attends, il y a 3 ans, tu voulais pas de moi à table pour Noël? Ah, mais non, pas du tout. Moi, j'ai toujours dit que c'était scandaleux, le pass sanitaire, etc. Ouais. Des gens Donc, qui sont il y a- capables de faire la même chose alors, hein. voilà, donc il y a ça aussi. Moi, je crois que c'est peut-être le déni chez eux l'emportera peut-être. En tout cas, Rémi Tel, merci pour cette interview. Je rappelle La chute de Prométhée, un petit bouquin, à lire, très intéressant et captivant qui, nous situe bien dans l'époque actuelle. Et donc, c'est aux éditions du Verbe haut, puisqu'il y avait une précédente édition. Ouais, Là, c'est vraiment c'est une des l'édition secondes finale, éditions. complète, augmentée, aux éditions du Verbe haut. Voilà. On espère un jour avoir la réponse de ton professeur, de ton ami, ancien ami, américain, mais on en doute très fort, hein. Je ne Bon, l'attends plus. c'est la preuve de cette impossibilité de débat dont on parlait, hein. Ils n'ont pas de réponse, c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Merci Rémi Tel, Merci. merci pour ton travail, hein, et je l'ai dit, il Merci y a à toi et beaucoup merci à d'autres tous. livres. Rémi est très productif, est un esprit brillant. Merci Rémi et à très bientôt. Merci à tous.